Le Club de la Presse, une émission qui traite tous vos sujets d'actualité. Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES, formation politique, membre à part entière du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Bonsoir Dr Ousmane Kaba et merci de nous avoir créé les commodités pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Alors Dr Ousmane Kaba, êtes-vous un transhumant politique? Pourquoi avez-vous choisi de vous battre dans l'opposition? Écoutez, je voudrais, avant même de répondre à votre question, exprimer ma souffrance pour cette tuerie que nous voyons aujourd'hui. 9 morts, c'est 9 morts de trop. Il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais il s'agit de souffrances humaines. Il s'agit de familles endeuillées. Vraiment toutes mes condoléances, car c'est la communauté nationale tout entière qui partage ces souffrances que nous voyons dans les différentes familles. Souffrance aussi pour les combattants de la liberté qui sont emprisonnés. Je pense notamment à M. Sano, au jeune Sékou Koundouno et à tous les autres. Ils sont nombreux, connus et anonymes, qui sont en train de croupir dans les prisons aujourd'hui en Guinée pour avoir exprimé leur opinion. Et maintenant, pour revenir à votre question, si je fais de la transhumance, je pense que j'étais comme beaucoup de personnes. Nous nous sommes battus pour aider le professeur Alpha Condé, parce qu'en ce moment-là, il représentait pour nous l'espoir, et aussi à cause de son parcours politique de 40 ans de lutte pour la démocratie dans nos différents pays. Je rappelle, c'est l'occasion de le dire, qu'en 2001, lorsque nous nous sommes battus contre le 3e mandat du général Lansana Conté ou encore de la clique qui était autour du général Lansana Conté, nous étions dans le même camp que le professeur Alpha Condé, que Sidya Touré et beaucoup de grands politiciens de l'époque. Et c'est toujours le même combat. Et ça, c'était en 2001. Et lorsque ils ont réussi à faire le 3e mandat, malheureusement, le général est tombé malade. Et vous avez vu toute la souffrance qui s'est abattue sur le peuple de Guinée. Et ça me rappelle les grandes tueries de 2006-2007. Et c'est au vu de tout cela que les Guinéens ont tiré les leçons et qu'on a concocté une constitution qui, semble-t-il à l'époque, on avait l'ambition que plus jamais on ne connaisse les mêmes tragédies en Guinée. Et c'est pour cela qu'on a limité les mandats, qu'il y ait une alternance. Car chaque fois qu'il y a une alternance, il y a un nouveau souffle dans la vie des différents pays. Lorsque nous avons senti que la direction que prenait le professeur Alpha Condé n'était pas la bonne direction, nous avons eu des divergences. Et c'est ce qui nous a amené à quitter la mouvance présidentielle. Et il y a déjà près de 3 ans maintenant. C'est parce que notre idéal a été trahi quelque part. Et nous avons eu le courage de quitter la mouvance. Alors, Dr Ousmane Kaba, il est un peu difficile de croire à ce que vous dites. Un intellectuel de votre stature, de votre envergure, s'il est vrai que vous avez épousé la même idéologie, la même vision, le même programme de société que le professeur Alpha Condé, il vous serait vraiment loisible, même s'il était difficile, mais vous vous auriez battu à l'interne pour changer cette dérive que vous constatez aujourd'hui. Et vous ne l'avez pas fait, docteur. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que j'ai expliqué plusieurs fois mon parcours. Vous connaissez déjà les divergences que nous avons eues avec le professeur Alpha Condé. Si je puis me permettre de les rappeler, déjà en 2016, vous avez vu un discours qui avait été tenu par le chef de l'État, dans lequel discours il s'en prenait à une ethnie. Nous avons eu le courage, étant fondateur du RPG Arc-en-Ciel, d'exprimer notre désapprobation, et publiquement, pour dire au président de la République qu'on ne peut pas être d'accord que l'on déchire la Guinée entre ethnies. Et c'est ça qui a valu mon exclusion du RPG Arc-en-Ciel. Mais avant cela, nous avions eu des divergences sur le plan économique. Vous savez que c'est mon métier. J'avais préconisé à l'époque de faire des efforts pour que l'industrie bauxitique, on ait des usines d'alumine au lieu d'exporter la terre rouge. C'est une des vieilles divergences que nous avons eues avec le chef de l'État. Ils se sont enfoncés dans cette industrie bauxitique et chacun voit aujourd'hui les conséquences dans la région de Bokeh, sans que pour autant le budget guinéen reçoive des compensations financières importantes qui puissent nous permettre au moins de faire nos goudrons. Donc on est en train de saccager une bonne partie de la Guinée pour absolument rien. C'est aussi une des sources de divergence. Une troisième source de divergence que nous avons eue, lorsque j'ai préconisé qu'on ait
une politique d'investissement un peu plus équilibrée dans le domaine de l'électricité, là aussi nous avons eu des divergences. Et j'ai dénoncé le fait que c'était bien de faire les barrages sur le Concouré, puisque moi-même j'ai cherché le financement du barrage Caleta. Mais lorsque j'ai demandé de faire d'autres micro-barrages à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière et en Haute-Guinée, là aussi nous avons eu des divergences. Et le clou de nos divergences a été justement ces attaques ethniques qui étaient proférées par Monsieur le Président de la République, contre lesquelles nous nous sommes élevés. Et c'est à la suite de cela que nous avons été exclus du RPG Arc-en-Ciel que nous avons tous fondé ensemble en 2012. Donc c'est vous dire que moi je me suis battu à l'intérieur du système jusqu'à ce que j'ai été exclu. Si tous les intellectuels faisaient comme moi, je crois qu'on n'arriverait pas à ces dérives-là. D'accord, docteur. Le PADES est un membre du Front National pour la Défense de la Constitution et y exprime librement ses convictions. La question d'un projet de nouvelle Constitution ou pour certains un troisième mandat est-il perçu réellement au FNDC comme une réelle volonté du président à se maintenir au pouvoir contrairement à la Constitution? Absolument. Et d'ailleurs, il faut savoir ce que c'est que les FNDC, parce qu'on le dit tout le temps, mais les gens n'intériorisent vraiment pas l'objectif de cette organisation. Peut-être que je devrais commencer par dire ce que ce n'est pas. Le FNDC n'est pas une alliance entre partis politiques. C'est une organisation qui regroupe à la fois la société civile, les syndicats et les partis politiques. Et cette organisation n'a qu'un but unique, je dis bien unique, c'est d'arrêter le troisième mandat et la présidence à vie. Donc l'organisation a été formée autour de cet objectif. Et elle va disparaître le jour où le chef de l'État ou le gouvernement va renoncer au troisième mandat. Voilà. Mais si vous avez remarqué, nous avons d'autres alliances politiques. C'est le cas de la CODE, Convergence de l'opposition démocratique. C'est aussi le cas de l'opposition républicaine. Là, ce sont des alliances politiques. Donc les gens confondent beaucoup. Les gens parlent comme si FNDC c'est une alliance politique. Ça n'est pas une. Ça a été créé juste pour combattre le troisième mandat. Voilà. Alors, Dr Ousmane Kaba, le dialogue est au cœur de l'action démocratique. Pourquoi avez-vous rejeté l'idée d'une consultation inclusive des acteurs sociopolitiques dirigée par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana? Ok, je pense que faisons un petit retour en arrière pour situer réellement le problème. Parce que on a l'impression que c'est un grand débat constitutionnel. Je m'inscris en faux. En Guinée, il n'y a pas de débat constitutionnel, puisque personne n'a jamais vu la Constitution pour le moment. Alors je me demande comment il peut y avoir un débat autour de la Constitution. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque ceux qui sont autour du président de la République ont voulu se battre, notamment pour transformer l'article 27 de la Constitution qui limite le mandat à 2, et lorsqu'il y a eu des discussions, et tout le monde a compris que cela faisait partie des intangibilités, c'est-à-dire que c'était verrouillé, qu'il n'était pas possible d'avoir un troisième mandat dans le cadre de la Constitution de 2010. C'est en ce moment et en ce moment seulement qu'ils ont parlé de nouvelle Constitution. Donc l'objet des discussions, c'était déjà le troisième mandat. Les discussions sur la nouvelle Constitution ne sont venues qu'après, lorsque ce n'était plus possible de modifier l'ancienne Constitution, notamment l'article 27. Alors, tous les débats en ce qui concerne l'amélioration de l'ancienne Constitution, les différentes améliorations qui sont aujourd'hui clamées par les tenants du troisième mandat, eh bien, ces améliorations, on pouvait les mettre dans l'ancienne Constitution. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le vrai débat, ce n'est pas pour ou contre la nouvelle Constitution. C'est un faux débat, ça. Le vrai débat, c'est pour ou contre le troisième mandat et la présidence à vie. Parce que c'est ça qui a été le problème. Et c'est pour cela qu'on s'est tous battus pour dire qu'on n'est pas d'accord pour la présidence à vie. Tirant les leçons du passé, tirant les leçons de l'évolution de toute l'Afrique et tirant aussi les leçons de l'évolution de la Guinée elle-même. Parce que cela a été possible en 2001, mais ce n'est plus possible en 2019. L'une des raisons, c'est les grandes tendances de la société et l'évolution de la société guinéenne. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui n'était pas là en 2001. Aujourd'hui, ceux qui se battent et qui ont 21 ans étaient très très jeunes en 2001.
Donc ce n'est pas du tout la même population. Aujourd'hui, nous avons une population de jeunes gens qui sont complètement insérés dans le cadre de la mondialisation. Nous avons des jeunes gens qui passent le temps actuellement sur les réseaux sociaux, qui ont plus de 100 chaînes de télévision à leur disposition. Ça veut dire que nous sommes dans une nouvelle Guinée qui est ouverte sur le monde. Et nous sommes dans un pays où l'État n'a plus le monopole de l'information. Souvenez-vous, en 2001, il n'y avait pas encore la pluralité de l'information. Les radios libres n'existaient pas. Internet n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc l'État avait le monopole de l'information. Aujourd'hui, l'information est éclatée. Donc, toute personne qui a un téléphone Android a une station de télévision à sa disposition, pratiquement. Donc, penser qu'aujourd'hui, on peut refaire le coup qu'on a fait en 2001, qu'on peut refaire le même coup en 2019, je crois que c'est une vue de l'esprit et c'est le fait que de ne pas comprendre les aspirations de la nouvelle génération de Guinéens que de s'enfoncer dans ce que j'appelle une aventure d'un éventuel troisième mandat qui n'aura pas lieu parce que ce n'est plus à l'ordre du jour dans toute cette sous-région de l'Afrique. Sauf que la contradiction que nous décelons dans votre démarche, vous êtes du FNDC, vous vous battez pour défendre la Constitution et le Premier ministre est promoteur du dialogue, notamment son article 58. Le Premier ministre vous appelle et vous refusez de répondre. Est-ce que ce n'est pas là une contradiction? Alors là, pas du tout. Alors pour revenir à votre question, le Premier ministre, bien sûr qu'il est en charge du dialogue social, mais ce dont il était question, ce n'était pas le dialogue, c'était des consultations. C'est différent, premièrement. Deuxièmement, il se trouve que le Premier ministre, à l'époque, s'était déjà exprimé pour le troisième mandat. Lui et l'ensemble de son gouvernement, au moins 2 fois et publiquement. Donc, à partir de là, il n'était plus la personne appropriée pour ces consultations. D'accord? Et en plus, pendant ces consultations, tout le monde a entendu le chef de l'État dire déjà que il faut que les militants du RPG Arc-en-Ciel se préparent à aller au référendum. Ça veut dire qu'il avait un agenda déjà tout tracé et que les consultations du Premier ministre n'avaient absolument aucun objet. Donc, ce qui montre a priori que la décision du FNDC de ne pas participer à ces consultations était la bonne décision, puisque le chef de l'État et le gouvernement avaient déjà décidé de passer outre. Ils n'ont pas attendu la fin des consultations pour se prononcer. Voilà. Alors, docteur, cette table de dialogue n'était-elle pas une autre opportunité pour vous d'enfoncer une fois encore votre volonté inébranlable de rejeter un tel projet? Non, pas du tout. Le projet a déjà été rejeté par une bonne partie de la population guinéenne et c'est le rejet de ce projet qui est à l'origine de la création du FNDC, qui comprend énormément de partis politiques, qui comprend beaucoup de syndicats et qui comprend beaucoup de structures de la société civile. Comme je venais de vous le dire, à partir du moment où le Premier ministre avait déjà donné sa position, il était mal placé pour diriger des consultations, puisque lui-même avait déjà pris parti. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu accepter ces consultations. Et aujourd'hui, nous avons une ouverture du chef de l'État. Personnellement, je pense qu'il faut y répondre favorablement. Mais il faut que le gouvernement lui-même crée les bonnes conditions du nouveau dialogue qu'il veut initier. C'est-à-dire d'abord libérer complètement tous les dirigeants du FNDC et les membres actifs et les anonymes qui ont été emprisonnés. Cela détendrait l'atmosphère et permettrait, à mon avis, d'amorcer un dialogue constructif cette fois-ci. Alors, docteur, le chef de l'État, lors de son adresse du 2 octobre, a accusé réception de la synthèse des consultations qu'il a reçues lors de ces journées de consultation ouvertes à tous les grands acteurs. Et le chef de l'État a dit qu'il en tirera toutes les conclusions. Est-ce qu'il n'a pas été prématuré pour vous, au FNDC, de faire cette marche qui a eu le résultat que tout le connaît? Est-ce que la sagesse ne commandait pas d'attendre qu'il se prononce par rapport aux conséquences qu'il en a tirées par rapport aux dernières conclusions pour que vous entrepreniez une telle manifestation? Écoutez, la réponse est très simple. Vous avez oublié qu'entre-temps, le gouvernement, premièrement, a interdit les manifestations pour ceux qui sont contre le troisième mandat, mais au même moment, chaque jour, le même gouvernement favorisait les manifestations pro-troisième mandat. Et tous les jours, chacun visionne à la télévision les réceptions, les manifestations pour renforcer le troisième mandat. Donc on ne peut pas à la fois dire que tous les citoyens sont libres
Mais ceux qui sont d'accord avec moi ont le droit de manifester, et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils n'ont pas le droit de manifester. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est le traitement différencié entre ceux qui sont pour le troisième mandat et qui manifestent tous les jours, qui sont à la télévision nationale tous les jours, et l'interdiction de manifester aux opposants du troisième mandat. Je crois que c'est la règle démocratique qui n'a pas été respectée, et c'est la raison pour laquelle le FNDC a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dénier les droits à une partie importante du peuple de Guinée. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà les raisons de la frustration, et voilà les raisons des manifestations du 14. Docteur, pour vous, donc, il faut répondre à une violation par une violation? Non, mais pas du tout. Il faut savoir que les manifestations sont des droits garantis par la Constitution en son article 10. Et que d'ailleurs, ce qui est illégal, c'est interdire les manifestations par un communiqué d'un simple ministre. Par rapport à l'article 10 de la Constitution qui garantit le droit de manifester pour tous les Guinéens. La violation est plutôt du côté de ceux qui ont toujours manifesté pour renforcer le troisième mandat. Parce que, encore une fois, je rappelle, la Constitution qui nous gouverne a interdit le troisième mandat. Donc, si les gens manifestent, des gens du gouvernement ou qui sont proches du gouvernement manifestent pour un troisième mandat, c'est eux qui sont dans l'illégalité. C'est eux qui sont contre la Constitution qui gouverne notre pays. Je crois qu'il faut éviter de prendre les victimes pour les bourreaux et les bourreaux pour les victimes. Docteur, le principe républicain voudrait que pour une telle manifestation, des règles élémentaires soient suivies, celles de l'information, du droit de l'information, du trajet à parcourir, de la durée de la manifestation et de la liste des organisateurs, nonobstant le rôle régalien d'encadrement dévolu à l'État. Mais le FNDC a fait fi, et qui plus est, son invitation à l'arrêt des activités socio-économiques a été anxiogène, a été, on ne peut plus, élément causant la psychose au sein de la société. Oui, vous savez, je trouve que la question même est absurde, parce que vous ne pouvez pas demander une autorisation, préciser des itinéraires pour une marche, etc., alors qu'un ministre a fait un papier pour dire que je vous interdis de manifester. Vous ne pouvez pas. Par contre, le même ministre tolère, en violation de l'article 10, justement, que les gens manifestent en violation de la Constitution, qui manifestent pour un troisième mandat qui est interdit par la Constitution. Donc, dès lors qu'il y a un communiqué illégal du ministre qui interdit les manifestations, vous n'avez plus la possibilité d'informer, de donner les itinéraires, etc. Voilà ce qui s'est passé. Et lorsque le FNDC a décidé de faire des manifestations, on s'est arrêté là. Rappelez-vous que c'est une organisation hétéroclite qui comprend et les syndicats et la société civile et les partis politiques. Donc on s'est tous entendus sur le principe des manifestations. Nous, au PADES, nous avons donné un contenu qui consistait à dire pour préserver la paix, nous souhaitons que ce soit une ville morte. Et c'est ce que nous avons fait. Ça signifie que chacun reste chez soi. Mais les autres qui ont décidé de sortir ont aussi leurs droits. Donc il y a eu des manifestations avec des contenus très différents selon les organisations et selon les quartiers de la ville de Conakry. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple de Guinée s'est exprimé. Alors, si je comprends bien, le PADES que vous dirigez, membre du FNDC, n'était pas pour cette stratégie de la marche, d'occuper les espaces de façon anarchique. Et c'était d'ailleurs le même reproche que M. Siaka Barry, le leader de Guinée Debout, a eu à dire. Et c'était aussi votre position, docteur? Mais c'est une position que nous avons exprimée à l'intérieur du FNDC. Encore une fois, c'est une organisation hétéroclite qui a pour seul objectif d'empêcher le troisième mandat. Nous nous sommes entendus sur le principe des manifestations, mais chaque organisation est libre de manifester comme elle l'entend. Alors, docteur, comment vous voir, parce que M. Siaka Barry n'était pas d'accord, il nous a fait savoir publiquement, et le PADES n'était pas d'accord, et il est resté muet, et quelque chose nous dit que qui ne dit mot consent. Non. Quand vous restez chez vous, vous manifestez. Voilà. On s'est mis d'accord sur le principe des manifestations. C'est sur ça qu'on est d'accord. Maintenant, chaque organisation fait ce qu'elle veut. Et nous avons décidé de faire une ville morte. Certains ont décidé de marcher. Voilà. C'est aussi simple que cela. Je crois qu'il faut jamais faire dire aux organisations ce qu'elles n'ont pas dit. Dans notre communiqué officiel, il est question de manifestation. Il n'est jamais question de marche. Pourquoi vous n'avez pas soutenu la marche, la proposition majeure issue de cette rencontre du FNDC? Quelles sont vos raisons? Pourquoi vous n'avez pas soutenu cette marche? D'abord, je viens de vous dire que ce n'est pas une proposition. Ce sur quoi on s'est entendu, c'est que
tous les membres du FNDC doivent manifester. Point. C'est sur ça on s'est entendu. Ça dit que chacun manifeste en sa manière, docteur. C'est ce que je dis. Non, docteur, ce n'est pas ce qui a été dit, le principe. On a dit que le FNDC a demandé l'arrêt des activités, la fermeture des stations d'essence, l'arrêt des unités minières, et ça c'est signé le FNDC. Donc, tous ceux qui sont membres du FNDC sont censés endosser cette déclaration, docteur. Non, je crois que vous faites tort le communiqué. Ce qui a été dit, c'est de manifester. Il n'a jamais été précisé quelle est la forme de la manifestation. Rappelez-vous déjà que nous sommes dans un contexte où un ordre illégal du ministre a interdit les manifestations. Voilà. Donc si vous interdisez, chacun manifeste selon ses possibilités. Un point, c'est tout. Non, ce n'est pas clair, docteur, parce que le communiqué, il est là encore, on peut l'afficher sur tous les réseaux sociaux. Où est-ce que vous avez vu qu'il y a une marche dans le communiqué? Le FNDC a demandé le 14 l'arrêt de toutes les activités économiques, la fermeture des stations d'essence, la fermeture des zones minières, que les personnes et leurs biens restent à la maison pour éviter la colère de la rue. Voilà ce que le FNDC a déclaré et cela a été considéré comme l'apocalypse pour le lundi 14. Écoutez, ça c'est votre manière à voir, manière de voir le problème. Quelqu'un d'autre peut voir cela comme une prudence pour justement éviter qu'il y ait des casses. Voilà. Tout dépend de quelles lunettes vous prenez pour lire un texte. Docteur, un autre côté, ces manifestations politiques du FNDC coïncident malheureusement ou heureusement à l'ouverture des classes et les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes n'apprécient nullement cette situation qui perturbe le calendrier scolaire dont les effets se font ressentir sur votre cadre institutionnel en tant que fondateur d'école. Leur donnez-vous raison? Écoutez, moi je suis le premier à regretter que les rentrées soient perturbées. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi au PADES on a préféré la ville morte pour qu'il y ait le moins de perturbations possible. Rappelez-vous que l'objectif d'un leader politique doit être d'avoir la paix dans la cité. C'est tellement important. Mais c'est le gouvernement qui est à l'origine de tous ces problèmes. Parce que le gouvernement interdit à tout le monde de manifester contre le troisième mandat et tous les jours il donne l'autorisation aux autres de manifester pour le troisième mandat. Voilà ce qui est à l'origine des problèmes. On ne peut pas faire la loi différenciée selon qu'on soit pour ou contre. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Donc c'est le gouvernement qui est à l'origine de ces violences-là. Et je vais vous dire une chose. Il ne faut pas croire que les partis politiques contrôlent parfaitement ce qui se passe en Guinée. Vous avez des centaines d'organisations de la société civile contre le troisième mandat dans beaucoup de quartiers. Organisations que nous ne connaissons même pas. Au contraire, les partis politiques peuvent canaliser ces mécontentements pour que ce soit moins de pagaille possible. Mais n'oubliez pas que toute cette pagaille, toutes ces violences sont nées des décisions inappropriées du gouvernement qui autorise une partie de la Guinée et fait la répression sur une autre partie de la Guinée. Voilà l'origine des problèmes. Donc quand on veut la paix, c'est ce que nous souhaitons, et au premier chef en ce qui me concerne parce que je suis enseignant. C'est pour cela que moi j'insiste sur la paix dans la cité, pour qu'on puisse avoir une rentrée scolaire et universitaire paisible. Parce que on ne peut pas continuer à troubler la rentrée des étudiants et des élèves. C'est l'avenir de la Guinée que l'on prépare. Donc faisons tous un effort vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement est responsable pour leur dire traiter équitablement les Guinéens, éviter la violence. Voilà. Et vous avez vu la force de la répression qui s'est abattue et qui a endeuillé beaucoup de familles en Guinée. Ce n'est pas normal. Il faut que nous apprenions à exprimer nos divergences dans la paix et dans la stabilité. C'est très important pour le pays. Alors, docteur, pourquoi n'avez-vous pas donné cet argument massue au FNDC par rapport à cette question stratégique de la rentrée des élèves? Parce qu'aujourd'hui, les parents s'en prennent à ces politiciens. C'est comme le retour de la manivelle. Je viens de le dire, mieux vaut qu'on s'en prenne au gouvernement qui a différencié le traitement des citoyens guinéens. C'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Mais docteur, si le gouvernement ne le comprend pas, vous les politiques au FNDC, vous pouvez mettre l'avenir des enfants par devant la situation ou alors faire cet événement, cette manifestation pendant les vacances. Voilà l'argument des parents d'élèves. Écoutez, encore une fois, c'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Et le FNDC a donné suffisamment de temps au gouvernement pour dire vous avez interdit toutes les manifestations, mais nous voyons tous les jours que vous autorisez les manifestants qui sont de votre côté. Eh bien,
Au lieu de faire la manifestation tout de suite, on a plus d'une semaine pour avertir tout le monde. Et on attendait que le gouvernement fasse des gestes. Il ne l'a pas fait. Donc ce qui est arrivé, franchement, c'est la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute des membres de FNDC. Et aujourd'hui encore, nous exhortons le gouvernement à libérer les prisonniers politiques. Si le gouvernement ne le fait pas, si demain encore il y a violence, venez pas dire que c'est la faute des membres du FNDC. On ne peut pas restreindre la liberté des gens. On ne peut pas imposer une présidence à vie en 2019, que la jeunesse l'accepte. Je crois qu'il faut être réaliste. Alors, docteur, l'une des facettes de ces événements du 14 octobre, c'est l'arrestation de 2 leaders du FNDC. Vous l'avez tantôt parlé de M. Sano et de M. Sékou Koundouno. Est-ce que, du point de vue de la configuration sociopolitique, est-ce que ces deux ne sont pas les dindons de la farce? Ça, c'est votre vision à vous. Parce que Nsidia Touré pèse plus que Sékou Koundouno et Sano. Cellou Dalein pèse plus que Sékou Koundouno et Sano. Pourquoi, selon vous, arrête-t-on ces deux et les autres, on les laisse dans leur liberté? C'est une bonne question à poser au gouvernement qui les a arrêtés. D'accord. Alors, le chef de l'État a tendu au FNDC et à toute l'opposition sa main. L'avez-vous accepté? Alors, je l'ai dit, chaque fois qu'il y a une offre de dialogue, nous devons considérer cette offre avec bienveillance. Parce que notre objectif à tous, c'est d'éviter l'instabilité en Guinée. Et c'est très important. Alors, je pense personnellement, et nous allons faire une réunion très bientôt pour discuter de cette question, moi je pense personnellement qu'il faut être favorable à toute offre de dialogue. Ceci dit, pour que ce dialogue ait une chance d'être amorcé, il faudrait que le gouvernement crée encore une fois les conditions de ce dialogue et que le gouvernement commence par libérer tous ces prisonniers. Ça facilitera l'amorce de ce dialogue parce qu'on aura en ce moment une meilleure atmosphère et parce qu'il est difficile d'aller dialoguer quand vous avez, comme je le dis souvent, un pistolet sur la tempe. Donc quand les gens sont emprisonnés et qu'en même temps on offre le dialogue, ça veut dire que si vous le voulez réellement, vous commencez par détendre l'atmosphère. Voilà. Donc a priori, moi je suis favorable à condition que le gouvernement élargisse l'ensemble des prisonniers et que nous fassions de la compassion pour l'ensemble de nos familles qui sont éplorées. Alors, docteur, d'après les autres membres du FNDC, ces manifestations devraient continuer dans les jours et semaines à venir. Est-ce que si cela devrait être le cas, est-ce que le PADES pourrait se désolidariser? Écoutez, nous avons une réunion certainement demain et nous allons discuter de la question. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, docteur, le rapport de force sur le terrain étant déséquilibré et se soldant par plusieurs morts, n'allez-vous pas changer de stratégie pour parvenir à vos fins ou alors vous continuerez à exposer ces jeunes vulnérables à l'incertitude de la vie? Encore une fois, ce n'est pas nous qui exposons les jeunes, c'est le gouvernement qui le fait. Et j'ai toujours dit, il faut que les responsables soient indexés. Ce n'est nullement les membres du FNDC. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est bouillante, une jeunesse qui n'accepte plus la présidence à vie en 2019. Qu'on arrête d'amuser la galerie. Que nous soyons là ou pas, que le FNDC soit là ou pas, que nous prenions des décisions ou pas, on ne pourra pas faire un 3e mandat et une présidence à vie. Aujourd'hui, la Guinée d'aujourd'hui n'accepte plus ça. Voilà le vrai problème. Donc, en ce qui concerne le calendrier des activités, eh bien, ça découlera des différentes réunions que nous allons tenir. Et à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement ce qui sera fait demain. Alors, docteur, les gens pensent que l'opposition guinéenne est très violente à observer l'incapacité des partis politiques, des chefs des ONG à canaliser les jeunes pendant ces manifestations. Un exemple que vous connaissez pour avoir vécu dans le pays de l'oncle Sam, c'est les deux formes de lutte incarnées par deux personnalités différentes. Je vais parler de Malcolm X et de Martin Luther King. L'un est partisan de la paix, de la non-violence, l'autre est partisan de la violence. En termes clairs, celui qui est partisan de la non-violence a réussi. Est-ce que vous pensez, vous n'êtes pas aussi responsable de cette tuerie des enfants si vous demandez aux enfants d'autrui de sortir dans les rues, manifester, et vous savez que vous avez en face des hommes qui ont la gâchette facile? Est-ce que vous ne les incitez pas à se livrer en martyr, docteur? Écoutez, je pense qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux d'un pays. Dans un pays, il y a un gouvernement.
Et le rôle du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens, avec ou sans manifestation. C'est le rôle régalien de l'État. En Guinée, nous avons l'habitude de tout renverser, n'est-ce pas? La sécurité n'est pas du rôle des partis politiques. Les partis politiques et les organisations de la société civile peuvent y contribuer en éduquant mieux, je suis d'accord, les militants, en les incitant à la non-violence. Mais le premier rôle de la sécurité revient à l'État. C'est l'État qui doit encadrer les manifestations, c'est l'État qui doit éviter la violence et lorsqu'il y a violence, déterminer qui sont les responsables de la violence. Et si c'est nécessaire, les juger, apporter toutes les preuves. Ça fait partie de la fonction régalienne de l'État. Voilà, c'est l'État qui détient la puissance publique. Donc, il ne faut pas renverser les questions. Encore une fois, prendre les victimes pour les bourreaux et prendre les bourreaux pour les victimes. Vous ne pensez pas que le référendum proposé par les promoteurs du troisième mandat n'est pas l'expression tout à fait indiquée pour désigner cette minorité ou cette majorité dans le cadre de cette vision divergente, de cette ambivalence politique aujourd'hui, docteur? Encore une fois, parce qu'on a un mélange déjà. Je vous ai dit que la bonne question n'est pas la nouvelle ou l'ancienne constitution, parce qu'aujourd'hui encore personne n'a vu le draft de cette constitution. C'est extraordinaire la Guinée. Tout le monde se bat autour d'une constitution que personne n'a vue. Ni la mouvance, ni l'opposition. D'accord? Donc, la vraie question, sommes-nous pour un troisième mandat ou une présidence à vie? Voilà, c'est ça la question. Et je ne pense pas que la Guinée accepte cela. Voilà, c'est pourquoi c'est rejeté. Si aujourd'hui, comme en Côte d'Ivoire, comme au Mali, comme au Sénégal et un peu partout dans la sous-région, Libéria, Sierra Leone, le chef de l'État disait, voilà, je serai à la fin de mon second mandat. Moi-même, je vais supporter un candidat du RPG Arc-en-Ciel que je vais identifier. Mais la Guinée serait aujourd'hui un pays stable. Mais dès lors qu'on décide de fouler aux pieds la constitution sur laquelle on a juré 2 fois, et je rappelle les termes du serment, moi, le professeur Alpha Condé, je jure de respecter et de faire respecter la constitution. En 2010 et en 2015. Respecter et faire respecter la constitution signifie qu'après 2 mandats, on doit partir. Il faut donner une chance au peuple de Guinée. Aujourd'hui, il y a toute une bande autour du professeur Alpha Condé qui est en train de le détourner, de l'envoyer vers une voie inappropriée de troisième et de présidence à vie. Voilà la question de fond. Alors, c'est ça qui envoie l'instabilité. Encore une fois, il ne faut pas prendre la conséquence pour la cause. Il y a une cause, c'est violer la constitution, installer une présidence à vie, installer une dictature. Ça, c'est la cause. Les violences que nous voyons sont des conséquences de cet acte premier et de cet acte majeur. Malheureusement, la plupart des gens qui discutent prennent cette conséquence de violence comme la cause. Alors, vous savez, moi, je suis un professeur d'économie. Mon rôle, c'est de distinguer conséquences et causes, entre autres. Donc, ne mélangeons pas. Et la violence immédiate vient du fait qu'il y a inégalité de traitement entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la Constitution. Voilà, c'est très simple. Alors, docteur, on prend quand même vos propos comme ceux d'un opposant politique au régime du professeur Alpha Condé. Je ne vais pas vous demander de jurer sur ces propos comme le professeur Alpha Condé l'a fait sur la Constitution, mais est-ce que ça vous fait mais est-ce que si vous étiez au RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, est-ce que les arguments que vous avez, est-ce que la volonté que vous avez pour maintenir la Constitution telle, est-ce que ce serait là la même position au sein du RPG Arc-en-Ciel, docteur? Exactement, monsieur. Et c'est l'une des raisons pourquoi on m'a expulsé du parti. Parce que on vient à un parti politique pour rendre service à un homme, mais il y a d'autres qui viennent pour des principes. Moi, je fais partie de la seconde catégorie. Et la preuve, lorsque le professeur Alpha Condé s'est mis à faire des discours ethniques, et j'étais à l'intérieur du RPG, j'ai élevé la voix publiquement pour le contredire, pour dire je ne suis pas d'accord. Je crois qu'ils avaient le sentiment qu'avec des gens comme nous à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel, on n'allait jamais faire ce genre de déviation. D'où l'idée de nous exclure tous ceux qui ont une forte personnalité, tous ceux qui croient à des idéaux et non à un homme, on les a exclus. Et maintenant, le reste, on en fait ce qu'on veut.
C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous pouvez être sûr à 100% que si moi j'étais encore à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel, j'aurais exactement la même position pour dire non. Nous avons combattu en 2001 contre le 3e mandat. Rappelez-vous, le RPG était l'un des partis qui s'est le plus battu contre le 3e mandat du général Lansana Conté. Et nous, on s'est battu contre cela. Et le plus grand combattant de l'alternance démocratique à l'époque s'appelait un certain professeur Alpha Condé, qui a 40 ans d'héritage, de lutte pour l'alternance, non seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est parce qu'on croyait à cet idéal que nous l'avons rejoint. Mais malheureusement, nous constatons un reniement total. Et le RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, est en train de lutter contre la voie du RPG Arc-en-Ciel. Donc il y a une contradiction flagrante entre les idéaux pour lesquels les fondateurs de ce parti se sont battus et ce que nous voyons aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les grands tenants du 3e mandat ne sont même pas du RPG Arc-en-Ciel. C'est des personnes qui sont venues à la 25e heure, comme on dit, lorsque le pouvoir est déjà acquis. Voilà. Donc s'il y a trahison, c'est bien les tenants du 3e mandat et de la présidence à vie qui sont porteurs de cette trahison. Nous sommes constants et vous allez voir beaucoup de cohérence dans notre démarche, à condition que vous soyez objectif. Alors, Dr Ousmane Kaba, 4 jours de manifestation, lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 16, ville morte. Quel bilan? Il y a toujours cette partie douloureuse des jeunes qui sont morts. Je crois que c'est quelque chose que nous portons tous en tant que Guinéens. Que vous soyez de l'opposition, de la mouvance, c'est un échec pour toute la Guinée. Mais la responsabilité incombe au pouvoir, qui encore une fois a pour rôle d'assurer la sécurité de tous les Guinéens. Voilà. Et deuxièmement, la Guinée a participé massivement à ces manifestations. Donc ça veut dire, c'est rejeté. Le 3e mandat et la présidence à vie sont rejetés par une bonne partie des Guinéens. Je ne dis pas la totalité des Guinéens, mais par une bonne partie des Guinéens. Et ça mérite d'être à l'écoute du peuple de Guinée. Alors docteur, quand vous dites que la Guinée a massivement participé à ces manifestations, je pense qu'il faut relativiser parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont vaqué tranquillement à leurs affaires. Si je prends la ville de Kindia, si je prends Kankan, si je prends la majorité de la Haute-Guinée, si je prends la forêt, si je prends la préfecture de Tougué, si je prends la préfecture de Leluma, de Koubia, etc., qui ont quand même mis à l'arrière-plan cette consigne du Front National pour la défense de la Constitution. Ouais, c'est une excellente question, mais nous regardons de façon complètement différente. Je vous donne l'exemple typique de Kankan, que je suis beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à Kankan? Nous avons actuellement une milice qui est formée avec des badauds, des loubards, qui sont payés pour casser les partis politiques qui veulent s'exprimer contre le 3e mandat. Vous vous souvenez, lorsque on avait voulu faire une première manifestation, ces loubards sont partis au siège du parti PADES et ont tout cassé. Ils ont violenté des gens, malheureusement avec la complicité des forces de l'ordre et surtout les responsables territoriaux, les préfets notamment et sous-préfets. Et récemment, le même groupe s'est attaqué au siège de l'UFR. Avec des blessés, ils ont saccagé également le siège de l'UFR. Alors, le simple fait qu'il y ait une milice qui attaque les partis d'opposition, ça signifie simplement que le parti au pouvoir n'est plus le grand parti à l'intérieur du pays. Parce que si le RPG Arc-en-Ciel avait la totalité de la population de Kankan, il n'y aurait jamais de manifestation. On n'a pas besoin d'envoyer des miliciens. Une milice avec des loubards casser les partis politiques et le PADES et l'UFR. Ça veut dire simplement qu'ils sont en train de perdre pied sur la réalité, sur le terrain. Mais il y a un autre enseignement qui me semble encore beaucoup plus important. Cela signifie qu'il y a une intolérance extraordinaire du pouvoir et qu'il y a une dictature qui n'est plus rampante, une dictature galopante qui est en train de s'installer en Guinée. Où par la force, on ferme la bouche à toute personne qui a des opinions différentes. C'est extraordinaire pour un combattant de la liberté d'instaurer la dictature en Guinée. Je suis en train réellement de parler de dictature parce que si on commence à casser
les sièges des partis politiques qui veulent manifester tant soit peu, on ne les permet même plus de faire des réunions, ça veut dire que nous rentrons en pleine dictature. C'est simplement la négation du droit. Voilà ce qui se passe dans beaucoup de villes à l'intérieur du pays. Si le parti au pouvoir avait raison, si la majorité était pour le 3e mandat, quel besoin ont-ils de casser le siège des partis politiques? Le besoin ne se ferait pas sentir. Ça n'a aucun sens. Voilà ce qui se passe. Et voilà mon interprétation. Donc, dans beaucoup de villes, les forces de l'ordre, des sous-préfets, des préfets qui n'ont absolument rien à voir avec la politique, qui devaient être complètement neutres. C'est eux qui sont devant les loupards aujourd'hui pour casser les sièges des partis politiques. Alors, il faut faire très attention. Parce que la liberté, elle est totale. Lorsque on empêche les gens de manifester par la violence, c'est vraiment une manifestation de la dictature la plus violente qui soit. Donc, si les Guinéens ne font pas de la résistance aujourd'hui, ça veut dire que c'est un système qui veut nous coloniser. Il ne faut pas commettre l'erreur de penser que ça ne regarde que les partis politiques. Ça regarde tous les citoyens. La restriction de la liberté et d'une manière générale, les restrictions des libertés publiques. Regardez, à l'heure actuelle, on interdit aux Guinéens de créer des partis politiques. Personne ne peut avoir son papier. Pour le PADES, on a été obligé d'aller à la Cour suprême, ce qui est un non-sens. Aujourd'hui, les jeunes n'ont même plus la possibilité de créer des ONG. Tout ça, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire des manifestations. C'est interdit. Vous n'avez plus le droit de créer de nouvelles radios ou des télévisions privées. C'est interdit. Mais si on continue comme ça, où est-ce qu'on va? Ça veut dire que des gens se sont battus pour nous libérer de la colonisation. Et on a une nouvelle colonisation actuellement avec des prédateurs autour du professeur Alpha Condé qui sont en train d'instaurer une nouvelle dictature et une nouvelle colonisation de la Guinée. Personne ne l'acceptera. Surtout la jeunesse guinéenne ne va pas accepter cela. Docteur Ousmane Kaba, vous êtes l'un de ceux qui ont travaillé avec le professeur Alpha Condé. Vous êtes l'un des artisans de sa venue au pouvoir en 2010. Et on a senti un homme tout neuf, tout beau, habillé dans son costume de démocrate avec les 40 années de boutons de lutte politique. Malheureusement, du point de vue de l'opposition, qui est en train de faire une mue politique dangereuse vers une dictature sanglante. Alors, selon vous, docteur Ousmane Kaba, qui l'avait connu, qui l'avait approché, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette mutation si brusque, si rapide du démocrate au dictateur? Je crois que pour moi, personnellement, c'est l'une des grandes énigmes de la nature humaine, qui me renvoie personnellement à beaucoup de modestie. Si je dois parler religieux, je dirais que seul Dieu connaît l'homme. Voilà quelqu'un qui est extrêmement courageux, qui s'est battu, non seulement en Guinée, mais partout en Afrique, pour la défense des droits, pour la liberté, pour la démocratie et pour l'alternance. Je revois encore sur ma tablette le discours du professeur Alpha Condé qui expliquait que les guerres en Afrique sont le fait que lorsque certains viennent au pouvoir, ils s'accrochent au pouvoir et que finalement les populations n'ont d'autre but que d'utiliser la force. Et que c'est ce qui est à l'origine des guerres en Afrique. Voilà le professeur Alpha Condé, combattant de la liberté que moi j'admirais. Voilà celui que j'ai supporté. Malheureusement, à l'exercice du pouvoir, par un mécanisme que je ne connais pas, honnêtement, nous avons vu la transformation de l'homme. Petit à petit, il a commencé à émettre des opinions que nul ne pouvait contredire. Et lorsque je m'y suis hasardé moi-même, j'ai été expulsé. Comment veux-tu comprendre qu'un homme qui s'est battu pour la démocratie vienne commencer par diviser son propre pays en attaquant une ethnie et en la traitant de malhonnête alors que ce sont eux qui l'ont supporté? Voilà une première énigme que je n'ai jamais pu résoudre. Comment voulez-vous que quelqu'un qui s'est battu si longtemps pour la liberté se transforme aujourd'hui en despote, qui casse les sièges des partis politiques? Rappelez-vous comment le RPG avait souffert au temps du général Conté comme parti d'opposition. Et mais maintenant, ce sont ces tenants du pouvoir qui sont en train de casser les sièges des autres partis avant même que les gens ne commencent à manifester quoi que ce soit. Et qui disent, tant que nous sommes ici, en Haute-Guinée, ici, en forêt, à Zérekoré, vous n'aurez aucun autre parti politique. C'est extraordinaire. C'est une mutation totale. Et c'est cette deuxième partie du professeur Alpha Condé que moi j'ai décidé de quitter.
Le premier Alpha Condé, c'était le démocrate, c'était le combattant de la liberté, c'était l'homme qui était désintéressé, qui cherchait réellement le bonheur de la Guinée. C'est ce premier Alpha Condé que moi j'aimais beaucoup et c'est ce premier Alpha Condé que j'ai soutenu. Ensuite, j'ai vu un deuxième Alpha Condé qui commence à diviser la Guinée, qui s'attaque à une ethnie qui l'a aidé. Je vois ce second Alpha Condé qui encourage la corruption autour de lui avec une bande de gens qui viennent faire ce que j'appelle la mafia de la bauxite, avec des gens qui ont 100 camions, 200 camions, qui sont en train de tout tirer, alors que cette activité ne rapporte rien au budget de l'État. Voilà le second personnage dont je ne partage pas les points de vue. Voilà ce second personnage qui suspend les autorisations des partis politiques, qui suspend les autorisations des radios libres, pour lesquelles il s'est battu. Lorsque le général Conté quand même a accepté les radios libres, c'est lui qui a autorisé les radios libres, un général de l'armée. Un civil combattant de la liberté est en train d'interdire les radios libres. Quelle radio libre a été interdite? Si vous en avez la preuve, dites-le parce que nous sommes en Guinée. Allez-y, docteur. Quelle radio? Actuellement, ça fait combien de temps on ne délivre plus d'autorisation pour les nouvelles radios? Depuis plus de 2 ans. On a interdit de donner des autorisations pour les nouvelles radios. On a interdit de donner les autorisations pour de simples ONG. Voilà. On a interdit de faire des manifestations. Quand le gouvernement lui-même fait ses manifestations tous les jours que Dieu fait. On a interdit beaucoup de gens dans la RTG, qui est la télévision publique, qu'on a privatisée. Et maintenant, on est en train de matraquer les partis politiques dans leurs sièges. Si ce n'est pas de la dictature, c'est quoi ça? Voilà le second Alpha Condé que je ne supporte pas. Voilà, donc c'est un homme ambivalent. Et moi, tout modestement, je te dis que je ne peux pas expliquer pourquoi. Ces deux personnages ont coexisté, le bon personnage et le mauvais personnage. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas capable de lire quelqu'un en totalité. En un mot, si il vous était donné aujourd'hui de qualifier le professeur Alpha Condé, que diriez-vous? Écoutez, c'est très difficile pour moi. Pour une simple raison, d'abord que c'est un grand frère, ensuite c'est mon président de la République. Donc moi, je n'aime pas m'attaquer aux hommes. Surtout que ces hommes ont une partie de la dignité nationale. Et mon éducation ne me permet pas d'attaquer un grand frère ou une personne plus âgée que moi. Voilà. Donc je ne suis pas de ceux qui, en politique, fait des attaques personnelles. Ce que je peux dire, c'est que je déplore ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et j'ai bon espoir que le bon Alpha Condé que nous avons admiré pourra toujours émerger, malgré les pressions de son entourage néfaste. Alors, docteur, selon les observateurs politiques ou les observateurs désintéressés tout court, on dit que les partis politiques en République de Guinée sont des partis ethniques. Est-ce que vous leur concédez cette affirmation? Écoutez, ma réponse peut être nuancée. Parce que moi, le PADES que je connais, nous sommes fortement implantés dans toutes les régions de la Guinée. Et personnellement, je considère que le problème ethnique est un faux problème en Guinée. Parce que simplement, les gens ont l'art de diviser les Guinéens. Si vous regardez aujourd'hui les problèmes qui nous assaillent, les jeunes Guinéens, indistinctement de leur région ou de leur origine, connaissent massivement le chômage. En Guinée, nous avons de mauvaises routes dans toutes les régions de la Guinée. Prenez le temps de prendre votre voiture pour aller à Kindia tout près. Vous allez savoir ce qu'on appelle une mauvaise route dans un pays. Kindia tout près. Allez-y en Guinée forestière, surtout entre Gekedou et Massanta. Allez-y en Haute-Guinée. Mais si vous avez encore le malheur de vouloir aller à Gawal, que moi je connais, vous allez vous rendre compte ce que c'est que les mauvaises routes en Guinée. Donc tous les Guinéens ont les mêmes types de problèmes. Ils n'ont pas de bonnes routes, les Guinéens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, les gens se soignent mal en Guinée, l'éducation est dépourvue de qualifications et de moyens. Pendant ce temps, les dirigeants, ils envoient leurs enfants tranquillement dans les écoles et les universités dans d'autres pays. Pendant ce temps, eux-mêmes se soignent tous les jours entre le Maroc, le Sénégal, la France et les États-Unis. Pendant ce temps, le peuple guinéen croupit dans la misère. Et c'est ça, les vrais défis de la Guinée. Au lieu de passer notre temps à essayer de résoudre ces grands défis économiques, malheureusement, l'actualité nous renvoie à des manifestations, à des morts, parce que une bande de personnes a décidé
d'assujettir la Guinée, de retourner la Guinée dans l'esclavage et dans l'obscurantisme en plein 21e siècle. Voilà où on en est. Je continue à persister, à penser que la politique n'a que deux objectifs, donner la dignité et l'indépendance aux gens. C'est ce qu'a fait la première équipe en 1958. Et que la politique maintenant a pour objectif de promouvoir le développement économique et social, augmenter le niveau de vie et les revenus des citoyens. Mais on ne peut pas le faire dans une dictature. Ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas faire ce développement dans un pays où il y a l'instabilité, où il y a la haine, où nos enfants sont tués chaque matin. Ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je suis un éducateur. Je suis en train de souffrir parce que la rentrée scolaire et universitaire est perturbée. Je pèserai de tout mon poids pour qu'on puisse donner du temps à l'école guinéenne de reprendre les activités. Mais il ne faut pas oublier que nous ne gérons que les conséquences des mauvaises décisions des gouvernants qui ont décidé de recoloniser la Guinée. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors que nous devrions être en train de développer notre pays. Alors, docteur, j'ai parlé de cette question ethnique au regard d'une expérience, d'une histoire qui est très très proche de nous, à voir les élections de 2010. Si je prends le contexte de la préfecture de Sigiri, des peuples en majorité de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont souffert sérieusement le martyre à Sigiri. On était obligé de les exfiltrer. Alors, comme une réponse du berger à la bergère, à l'abbé et à Pita, des malinqués appartenant au RPG Arc-en-Ciel ont été congédiés, ont souffert le martyre. Est-ce que, par rapport à cette question, on ne peut pas affirmer réellement que la question politique a pour colonne vertébrale l'ethnie en Guinée? C'est ça le cas, mais ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Dire qu'il y a des relents ethniques en Guinée, c'est une évidence, surtout au moment des élections, parce qu'il y a manipulation des ethnies. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, il ne faut pas ramener le problème guinéen au problème ethnique. En 2010, je vous donne un exemple. Malheureusement, il y a eu des exactions à Sigri. Malheureusement, il y a eu des exactions à Labé. Pourquoi il n'y a pas eu à Kankan? Parce que j'ai pensé que c'est ma responsabilité et je suis rentré dans une pick-up avec un micro pour sillonner la ville de Kankan pendant ces événements, pour dire aux Kankanais il n'est pas question de toucher à un Guinéen quel qu'il soit et que tout le monde est chez soi à Kankan. Nous avons tous les mêmes droits, c'est notre pays à tous. Personne n'a le droit de s'attaquer à une communauté. Moi j'ai agi et ça explique pourquoi, malgré les difficultés à Sigiri, il n'y a pas eu de difficultés à Kankan. Je suis sorti sous les cailloux avec un microphone pour aller sensibiliser partout. Et c'est ça qui doit être notre rôle en tant qu'homme politique. Nous devons donner la liberté aux Guinéens de circuler partout en Guinée, parce que la réalité est toute bête. Nous sommes tous de même père et de même mère, nous avons la même destinée, et nous sommes tous des hommes. Nous avons exactement les mêmes aspirations. D'ailleurs, je vois très peu de Guinéens qui n'ont pas de famille dans toutes les ethnies, y compris moi-même. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas tellement les débats ethniques, parce que ça fausse complètement. Moi, je suis dans un milieu, je suis éducateur. Dans mon milieu, il y a des enfants de toutes les ethnies. Moi, je ne regarde jamais les ethnies. Et nous devons nous battre pour éviter justement ces genres de manipulation, alors que nous sommes confrontés au même destin. Nous partageons la même misère du chômage, la même misère de mauvaises routes, d'électricité et d'eau, la même misère de pauvreté généralisée. Et nous devons éviter ces histoires-là. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que les hommes politiques ne doivent jamais jouer ce jeu-là. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Pas seulement le pouvoir, mais aussi l'opposition et tous les hommes politiques. Nous devons tous travailler à cela. La manière dont nous implantons le PADES, on l'implante dans toutes les régions de la Guinée. Et nous avons des réponses favorables partout où nous allons. Le fait d'avoir un fief ne signifie pas qu'il faut abandonner les autres parties de la Guinée. C'est notre devoir en tant que parti politique de cultiver l'unité nationale, d'être très attentif à cette unité nationale dans notre comportement de tous les jours et dans notre manière de faire de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, je suis venu très tard à la politique par nécessité de la promotion économique et sociale. Malheureusement, on ne peut pas faire la promotion économique et sociale d'un pays lorsqu'on n'a pas le pouvoir. Ma longue expérience me l'a appris. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique. Donc nous faisons des efforts au PADES pour que toute la Guinée se retrouve au PADES et c'est en train de se faire.
Donc on a une autre manière de faire la politique et c'est possible. Docteur Ousmane Kaba, il est difficile de passer 2 heures de mission non-stop avec vous sans parler de questions d'éducation, sans parler de questions économiques. Alors sur le plan économique aujourd'hui, selon les observateurs, toutes les grandes institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale applaudissent pour la Guinée parce que tous les signaux sont au vert, la croissance elle est parlante. Et quel regard portez-vous sur ces aspects économiques de la Guinée, notamment sur sa croissance? Écoutez, d'abord, lorsque vous me parlez de croissance, en tant que spécialiste, ancien économiste au Fonds monétaire, il faut que vous souffrez que je vous dise ce que c'est que cette croissance et comment elle est calculée. La croissance telle qu'on calcule dans nos pays, ça s'appelle le produit intérieur brut. C'est la richesse créée sur l'ensemble du territoire guinéen une année par rapport à l'année précédente. Mais cette richesse n'est pas pour les Guinéens, pour commencer. Je le dis parce que beaucoup de gens disent « Ah, vous avez un taux de croissance élevé et on ne voit pas sur le panier de la ménagère. » Vous n'allez pas voir ça sur le panier de la ménagère parce que c'est une croissance, une richesse créée sur le territoire guinéen, mais la richesse n'appartient pas aux Guinéens. On calcule ce taux de croissance parce qu'il manque des statistiques. La vraie croissance, c'est ce qu'on appelle le produit national brut. Et non ce que nous calculons, produit intérieur brut, PIB et le PNB. Comme je ne suis pas dans une salle de classe pour montrer toutes les différences, mais sachez simplement que le concept de produit intérieur brut que nous calculons ici, c'est un concept qui n'explique pas la richesse en Guinée. Première chose. Deuxième chose, la croissance que nous avons eue en 2016 et en 2017 est basée uniquement sur la bauxite, l'exploitation massive de bauxite. Et d'ailleurs, si vous voyez la croissance en 2018 et probablement en 2019, elle s'est tassée. Parce qu'il n'y a pas l'entrée en production de nouvelles unités bauxitiques. Or, cette bauxite rapporte très peu à la Guinée. Je vais prendre 2 domaines dans lesquels on aurait dû avoir de gros impacts. Premier domaine, c'est la création d'emplois. Quand on exporte la bauxite à l'état brut, c'est de la terre rouge que l'on prend pour mettre dans des camions et exporter. On exporte ça dans des pays qui n'ont pas de bauxite et ils ont des usines d'alumine. C'est pour les usines d'alumine qu'on crée beaucoup d'emplois. En Guinée, on ne crée pas beaucoup d'emplois. On crée juste des emplois de chauffeurs. Il faut le savoir. Et des gens qui prennent, les machinistes qui chargent un camion et les chauffeurs qui y vont. Mais à côté de ces emplois de chauffeurs, lorsqu'on fait une analyse globale, il faut regarder le niveau de vie des dizaines de villages qui ont été délocalisés et déplacés. Des milliers de paysans ont perdu les terres cultivables. Les cours d'eau sont en train d'être asséchés. Des milliers d'éleveurs ont perdu leur bétail dans la zone parce que c'est des dizaines et des centaines de kilomètres carrés qui sont rasés. Donc des dégâts environnementaux élevés. Donc en termes d'emploi, ça ne crée pas beaucoup d'emplois qualifiés. Tous ceux qui vous diront le contraire ne savent pas de quoi ils parlent. Deuxièmement, le deuxième canal, c'est les droits et taxes payés à l'État. Regardez le budget de 2019. Alors que la production de bauxite est passée de 15 millions de tonnes, parce que CBG faisait 14, à près de 75 millions de tonnes. C'est énorme. C'est une production qui a été multipliée par 4. Allez-y voir dans le budget de l'État si les recettes minières de la bauxite ont été multipliées par 4. Ce n'est nullement le cas. Ça veut dire que les impôts et taxes ne rentrent pas comme ça devrait rentrer. Est-ce que Dr Ousmane Kaba, la question d'Anafik qui vient ne vient justement pas donner... Allez-y, docteur. L'approche de l'Anafik, c'est une bonne approche. Simplement qu'elle a été utilisée juste pour un but politicien. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Moi, j'applaudis dès demain. Lorsqu'on distribue le revenu dans les sous-préfectures, c'est une bonne chose. Même si c'est utilisé par l'autre parti pour faire campagne. Moi, je suis un homme objectif. Chaque fois que je vois, j'applaudis dès demain. Maintenant, vous avez posé une question précise. Il y a une forte augmentation du taux de croissance, mais elle a baissé. Parce que la forte augmentation s'est expliquée par l'entrée en production de grandes unités bauxitiques. Et comme il n'y a pas de nouvelle entrée en production des usines bauxitiques, donc le taux de croissance est en train de baisser. Première chose. Donc c'est pas une croissance qui va enrichir la Guinée. C'est ce que nous appelons croissance appauvrissante. Et c'est pourquoi le panier de la ménagère ne ressent rien. Et c'est pourquoi l'État n'a pas beaucoup plus d'argent, comme il devrait l'avoir. Les taxes qui doivent être payées par ces compagnies de bauxite, il faut compter au bas mot
500 millions de dollars. Ce n'est pas le cas dans le budget. Regardez bien. Ça ne fait même pas 200 millions. Mais 500 millions de dollars, c'est 500 kilomètres de nouveaux goudrons. 500 kilomètres. C'est-à-dire, ça, Conakry, Mamou et ça dépasse. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes même incapables de faire le goudron entre Conakry et Kindia. Voilà la déperdition de l'économie guinéenne. De l'autre côté, les grands secteurs porteurs de croissance qui créeraient beaucoup d'emplois, par exemple, c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a absolument rien fait, on a juste distribué des engrais. Et en plus, on fait de mauvaises politiques agricoles. Je vous donne un exemple tout bête. Les 2 dernières années, l'État a fait beaucoup d'efforts pour dire il faut qu'on produise de l'anacarde. Vous vous souvenez? On a encouragé les planteurs d'anacarde un peu partout. Mais l'État n'est même pas attentif au prix de vente de l'anacarde. Cette année, le prix de vente est passé de 6 000 francs à 2 000 francs seulement. Pourquoi? Parce que des Indiens qui venaient prendre ici l'anacarde pour commercialiser, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a barré la route à ces Indiens-là. Donc il n'y a plus d'acheteurs et le prix a chuté à 2 000. Moi-même, je suis planteur d'anacarde, donc je sais exactement de quoi je parle. Eh bien, je peux vous garantir que les années à venir, les Guinéens vont tous abandonner l'anacarde. Voilà ce qu'on appelle une mauvaise politique économique et une mauvaise politique agricole. Donc il ne suffit pas de distribuer des sacs d'engrais pour dire qu'on a une politique agricole. Il faut s'assurer que le paysan va gagner de l'argent dans sa production. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Or, on n'a pas besoin d'être agrégé en sciences économiques, c'est le simple bon sens. Voilà. Si vous voulez que les gens fassent l'agriculture, arrangez-vous pour que les gens gagnent de l'argent avec l'agriculture. Nous, les économistes, nous disons que quand on veut encourager un secteur, on augmente le taux de profitabilité de ce secteur. En termes très simples, faites que les gens gagnent de l'argent dans ce secteur-là. Ce n'est pas le cas. Donc la croissance guinéenne n'ira pas loin. Ma conclusion est celle-ci. 1. La croissance qu'on a connue va diminuer, elle est en train de diminuer, parce que c'est une croissance ponctuelle. Ce n'est pas une croissance dans le temps. D'accord? 2. C'est pas une croissance qui va enrichir les Guinéens. C'est pourquoi les Guinéens se sentent toujours aussi pauvres, malgré le taux élevé de croissance. Mais puisque vous me parlez des institutions de Bretton Woods, ça c'est mon boulot, je peux vous dire que le Fonds monétaire n'a pas été créé pour enrichir les nations. Le Fonds monétaire a juste été créé comme un fonds de stabilisation des taux de change. Vous êtes un expert économiste, vous avez un regard croisé sur le développement, surtout en Guinée, votre pays. 2010, c'est l'accession du professeur Alpha Condé au pouvoir. Nous sommes à 9 ans de sa gouvernance. Vous avez également un autre regard sur la Guinée des autres gouvernances. Je vais parler de la première, deuxième République avec le général Lansana Conté que vous avez d'ailleurs servi. Alors, est-ce que vous pensez, pour 14 mois, est-ce que vous pensez, du point de vue du regard de l'expert en économie, que la Guinée a fait un progrès? Et s'il y a eu progrès, quelle note sur 10 affecteriez-vous à la gouvernance du professeur Alpha Condé dans le domaine exclusivement de l'économie? On n'est pas en classe pour donner des notes, ce serait prétentieux de ma part. Ce que je peux vous dire, c'est que les résultats sont vraiment mitigés. Il y a eu quelques progrès dans un certain nombre de secteurs. Par exemple, l'énergie, il y a eu de gros investissements. Je crois que c'est indéniable sur le Concouré. Et encore une fois, j'ai porté des critiques sur la répartition des efforts énergétiques. Le fait qu'on n'ait pas fait de micro-barrages ni en forêt ni en Haute-Guinée sur 60% du territoire a fait que c'est pas une politique très efficace, surtout quand on veut encourager l'agriculture. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait suffisamment investi dans les grands barrages. Les successeurs pourront continuer et finir le travail. Ça, c'est dans le domaine énergétique. Il y a eu des efforts dans le domaine du tourisme. Ce ne sont pas les efforts du gouvernement. Les hôtels qui sont construits par le secteur privé. Mais le gouvernement a aidé en créant un climat favorable. Et il y a eu des efforts dans le domaine minier, mais comme je viens de vous l'expliquer, en termes de bauxite, les dégâts sont même plus importants que la rentabilité pour le pays, malheureusement. Voilà. Mais dans beaucoup de domaines, en matière d'efforts du secteur routier, regardez, on a dépensé près de 2 milliards. 2 milliards, normalement, ça correspond à 2000 kilomètres de bon goudron. Mais après 9 ans, on n'a pas été capable de relier 2 villes en Guinée. Nulle part. Dans les 4 régions naturelles. Ça veut dire que l'argent est très mal utilisé.
Alors pourquoi l'argent est mal utilisé? C'est à cause de la corruption. Parce que quand on confie un tronçon de route à une entreprise, il faut en même temps prendre un bureau de contrôle qui soit capable de contrôler la qualité de la route. Au lieu de faire ça, le ministère prend des fonctionnaires du ministère des Travaux publics pour contrôler les routes. Ça, c'est une catastrophe. On est en train de parler des gros sous. Lorsqu'on donne un peu d'argent à ces fonctionnaires, ils s'en fichent de la qualité du goudron qui est fait. C'est la raison pour laquelle en Guinée, on dépense beaucoup d'argent. On a des routes qui normalement devraient durer 30 ans, qui ne durent même pas 6 mois ou 2 ans. Pour ceux qui veulent des cas pratiques, regardez la route du Prince. La route qui passe de Bambeto à Amdalaï. C'est des routes qui sont faites près de 30 ans maintenant. Malgré les manifestations, malgré qu'on brûle les pneus, tout ça, ces routes tiennent encore. Donc si c'est bien fait, ça doit durer 30 ans. Quand c'est mal fait à cause de la corruption, ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Donc c'est un éternel recommencement. Voilà ce qui se passe. Donc le bilan, il est très mitigé. Il n'est pas positif, malheureusement. Parce qu'on aurait beaucoup pu faire mieux. Voilà mon regard là-dessus. D'accord, docteur, vous savez, on ne finit jamais avec vous d'avoir des vues de l'esprit. On va revenir un peu en politique. Voilà, avant de venir sur l'éducation et avant de clore notre débat sur le PADES, qui est l'une de votre raisons, évidemment, d'être dans cette émission. Alors, récemment, les députés de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Alors que vous, depuis le 13 janvier passé, vous avez complètement rendu le tablier pour argument que votre mandat, le mandat donné par le peuple, est arrivé à son terme, alors que les autres ont accepté. Quel regard portez-vous sur cette suspension de leur participation de ces députés à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous en riez? Est-ce que vous vous en moquez, docteur? Écoutez, à l'époque déjà, j'avais incité l'opposition à rendre le tablier de l'Assemblée nationale afin de créer un vide institutionnel. Un vide. Si on l'avait fait à l'époque, le gouvernement aurait été obligé de faire des élections beaucoup plus tôt, parce que la Guinée serait mise à l'écart sur les bancs des nations au niveau international. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Malheureusement, beaucoup de députés ont vu les avantages qu'ils avaient à tirer, et j'ai été le seul à l'époque à me retirer pour être en cohérence avec mes convictions. Parce que j'estime qu'on doit faire la politique autrement et qu'il faut être sincère dans ce que l'on fait et que l'on doit faire la politique en fonction de ses convictions et non en fonction des avantages matériels qu'on en tire. Aujourd'hui, ils nous ont rejoints, mais malheureusement, ils l'ont pas fait à temps. Ils ne l'ont pas fait à temps, ce qui fait que l'action n'est pas très crédible, malheureusement. C'est pas crédible. Parce qu'il fallait le faire à temps. Et ça nous a affaiblis et ça continue à nous affaiblir. C'est un comportement que j'ai déploré. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas une bonne chose pour l'opposition parce que nous voulons peser sur le chef de l'État pour qu'il ne continue pas son mandat. Et les députés de l'opposition ont accepté de siéger à la fin de leur mandat sur un simple papier, un décret du président de la République. Alors qu'ils sont là pour défendre, ils doivent être envoyés par le peuple et non par le président de la République. Parce que c'est une contradiction et ça porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Donc c'est quelque chose que je déplore, mais mieux vaut tard que jamais. Alors docteur, est-ce que ce vide créé par les députés de l'Assemblée nationale peut avoir un impact sur les travaux de la présente session? Ben bien sûr. Ils auraient dû tous faire le vide à l'époque et ça aurait obligé le gouvernement à faire de nouvelles élections le plus rapidement possible. Maintenant, je n'en sais rien parce qu'il reste pas grand-chose en réalité. La CENI a annoncé vouloir faire les élections législatives en décembre. Ben, si vous démissionnez à 2 mois des élections législatives, ça n'a pas beaucoup d'impact malheureusement. Alors, docteur, avant de venir au PADES, nous avons la question de Kofi Annan. Alors, comment se porte, il faut le dire avec courage, cette prestigieuse institution, ce joyau qui fait le bonheur de beaucoup de jeunes Guinéens, qui a fait le bonheur de beaucoup de cadres dans des institutions en Guinée et ailleurs en Afrique. Comment se porte Kofi Annan aujourd'hui? Écoutez, Kofi Annan se porte très bien. Nous avons des effectifs assez élevés chaque année, année après année.
La raison est très simple, c'est la qualité de l'enseignement que nous nous efforçons d'avoir ici à Kofi Annan, la vérité des programmes enseignés. Le fait d'arrêter les boursiers ne gêne pas beaucoup Kofi Annan. Parce que nous avons commencé avant toutes les universités en Guinée, c'est la toute première université et nous avons fonctionné près de 10 ans sans qu'il y ait de boursiers. Et nous continuons à fonctionner sans boursiers parce que la plupart des diplômes de Kofi Annan sont reconnus à l'échelle internationale. Si je prends la médecine, nous avons l'équivalence du CAMES, ça veut dire en termes pratiques que un étudiant que nous formons ici qui devient médecin peut aller exercer directement à Paris, à Dakar ou n'importe où dans le monde. Ça c'est un grand plus. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais qui viennent tous à Kofi Annan pour faire des études universitaires. Ceci dit, je ne peux pas seulement parler de Kofi Annan. Si je vois l'ensemble du système, les universités privées, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de fermer, malheureusement. Je dis bien malheureusement, parce que l'État n'a pas suffisamment de capacité pour recevoir tous les bacheliers. On soupçonne d'ailleurs l'État d'avoir réduit le nombre de bacheliers à cause de ça. Je m'explique. La Guinée, il y a quelques années, c'était 30 000 bacheliers. Maintenant, on est autour de 20 000 bacheliers. Alors que la population augmente. Ça veut dire que nous avons un vrai problème. Au lieu que le nombre de bacheliers augmente, le nombre de bacheliers est en train de diminuer. Et si vous comparez avec la Côte d'Ivoire, nous avons 20 000 bacheliers admis et ils ont 120 000 bacheliers admis. C'est dû au bas niveau des élèves, mais c'est dû aussi à la politique du gouvernement. Qui est responsable du bas niveau des élèves? C'est encore une fois le gouvernement. Il faut prendre l'ensemble du cycle de l'école primaire au collège jusqu'à l'université. Donc le système éducatif en Guinée a énormément de problèmes. Ce qui est pratique aussi, c'est que le système éducatif en Guinée est sous-financé. Je le répète tout le temps. Nous sommes des économistes, nous regardons les chiffres. Si vous me dites que l'éducation c'est votre priorité, je veux m'assurer que votre salaire du mois, vous ne dépensez pas dans les boîtes de nuit et que vous êtes incapable de payer la scolarité de vos enfants à titre individuel. Eh bien, la Guinée, en tant que pays, ne dépense que 13% de son budget pour l'éducation. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont autour de 35 à 40% de leur budget pour l'éducation. Comparez 13% de la Guinée, 40% pour les pays qui nous entourent. Ça veut dire que l'éducation n'est pas la priorité en Guinée. Donc il ne faut pas se fier au discours des hommes politiques seulement, il faut regarder les chiffres pour comprendre la réalité de ce qui se passe. Or, c'est cette éducation qui prépare l'avenir de la Guinée. Alors, tous ces ministres de l'éducation, ces décideurs, envoient leurs enfants à l'étranger. Et ils saccagent l'éducation en Guinée. Vous vous souvenez, dans n'importe quel pays, c'est le secteur privé qui aide l'État, même au niveau des universités. La preuve, en Côte d'Ivoire, cette année, il y a eu plus d'étudiants orientés dans les universités privées que dans les universités publiques. Plus d'étudiants dans les universités privées que dans les universités publiques. En Guinée, non seulement on arrête d'envoyer des boursiers dans les universités publiques, mais j'ai entendu qu'ils sont en train de faire quelques magouilles, nous allons revenir à ça beaucoup plus tard. Non seulement ils le font, mais en même temps, au moment de le faire, ils ont promis 4 nouvelles universités publiques qui n'ont jamais vu le jour. Vous vous souvenez, les 4 universités des ministres de l'enseignement supérieur, hein? Il faut éviter le gros mensonge. Voilà, malheureusement, tout ça, ça fait partie de la gouvernance dans notre pays. Donc on a beaucoup de problèmes dans le système éducatif et c'est pour cela que moi-même je pèse actuellement pour qu'on ait une rentrée plus apaisée de notre système scolaire et universitaire. Donc l'éducation ne se porte pas bien en Guinée. Docteur, le PADES est un jeune parti politique qui fait parler de lui et avec chapeauté par une emblématique personnalité, c'est vous. Il faut avoir le courage de le dire. Et comment il se porte? Est-ce que le PADES reconnaît la CENI? Est-ce que le PADES sera candidat aux élections législatives? Alors, quel est l'état, le check-up, l'état de santé du PADES aujourd'hui? Le PADES se porte très bien parce que nous sommes installés pratiquement dans toutes les 33 préfectures de la Guinée aujourd'hui. Dans certaines préfectures, on est mieux installé que dans d'autres. Il y a encore des efforts à faire et dans toutes les régions naturelles de notre pays. Donc, sur le plan de l'implantation, le PADES continue son implantation de plus belle sur toute l'étendue du territoire national. Question 2. Est-ce que le PADES va participer aux élections?
Mais la vocation de tous les partis politiques, c'est de participer aux élections. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le PADES va participer à toutes les élections de Guinée. Quand vous me dites, est-ce que l'on reconnaît la CENI ou pas, la question ne se pose pas. Tout le monde reconnaît la CENI. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes à la CENI, comme dans toutes les structures en Guinée. Donnons-nous la main, travaillons pour améliorer et surmonter ces problèmes-là. Mais rappelez-vous que dans un pays, les élections doivent être libres et transparentes et inclusives. C'est quand il y a des difficultés dans les élections, ça envoie l'instabilité dans le pays. Et là, franchement, je lance un appel aux responsables de la Guinée. Les responsables territoriaux, les préfets, les sous-préfets, ne vous mêlez pas d'élections. C'est eux qui sont à l'origine de la plupart des difficultés que nous avons dans notre système électoral. Nous allons nous battre comme tous les partis politiques pour améliorer le système d'élection en Guinée afin que ce système soit transparent et équitable pour tous les acteurs. Parce qu'il faut éviter de donner des résultats qui ne sont pas conformes au vote des citoyens. Et ça crée énormément de problèmes dans un pays. Au regard de la vie politique de certains pays, je prends par exemple la Tunisie, je prends les États-Unis que vous connaissez bien et d'autres pays bien en Afrique ici. Est-ce que vous applaudissez la candidature indépendante pendant les grandes élections en République de Guinée? Bien sûr. Je pense que les candidatures ne doivent pas être l'exclusivité des partis politiques. Et d'ailleurs, les promoteurs de la nouvelle constitution se basent sur ces choses-là, alors que on peut les mettre dans l'ancienne constitution, on peut les réviser simplement. Voilà. La seule chose qu'on ne peut pas mettre dans l'ancienne constitution par la modification, c'est l'histoire du troisième mandat. Et ça prouve justement que lorsque les gens disent ouais, il faut des candidatures indépendantes, il faut défendre les femmes, les enfants, etc. Mais tout ça, on peut le faire dans le cadre de l'ancienne constitution. On est tous d'accord de modifier l'ancienne constitution. Comme ça, il n'y aurait pas eu de débat. Mais pourquoi on ne modifie pas l'ancienne constitution? Parce que l'article 27 de cette constitution limite les mandats à 2. Et cet article fait partie des intangibilités. Ça veut dire que on ne peut pas modifier cet article. C'est pourquoi les gens de mauvaise foi pensent que non, il faut tout ça pour faire la nouvelle constitution. C'est faux. Les candidatures indépendantes, mon ami, on peut les mettre dans l'ancienne constitution. Il suffit de les modifier. La protection des femmes et des enfants, on peut les faire dans l'ancienne constitution. Il suffit de la modifier. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, 2020, vous serez candidat à l'élection du président de la République? Inch'Allah, si tout se passe bien. C'est la vocation de tous les partis politiques. Alors, docteur Ousmane Kaba, de quoi sera fait demain si le promoteur du troisième mandat parvenait à vous damer le pion au FNDC? Ça veut dire que le FNDC aura échoué dans sa mission et aurait disparu. Mais c'est impossible aujourd'hui dans la Guinée d'aujourd'hui, malheureusement. Et ne voyez pas simplement le FNDC. Faites un effort de voir la nouvelle génération de Guinéens. Est-ce que ces Guinéens-là vont accepter qu'il y ait un troisième mandat, qu'il y ait une présidence à vie? La plupart des gens se trompent dans les analyses politiques parce que vous êtes trop scotchés aux partis politiques. Mais voyez un pays en termes générationnels. Voyez un pays en termes de tendance lourde. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, exposés à la démocratie, est-ce que les Africains de notre sous-région, car aujourd'hui, ne vous trompez pas, tous les pays autour de nous ont refusé en bloc le troisième mandat de la Guinée. De la Guinée. Il y a même une conférence des anciens chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Tenue au Niger. Et qui ont dit, attention, nous-mêmes, on a renoncé à ça. Il faut pas mettre le troisième mandat et la présidence à vie en Guinée parce que vous allez déstabiliser la Guinée et du coup, vous allez déstabiliser toute la région ouest africaine. Donc, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, toutes les puissances extérieures rejettent le troisième mandat. Donc, à mon avis, que le FNDC réussisse ou pas, je ne pense pas que le troisième mandat puisse prospérer en Guinée. Alors, docteur, quelle est votre relation aujourd'hui entre vous et votre grand frère Mamadi Diawara? Parce que vous avez subi le même sort au RPG Arc-en-Ciel et hier, il était aux côtés du président Alpha Condé au palais Sékou Touré. Sur le plan politique, bien sûr qu'il y a une divergence. Mais sur le plan humain, il reste mon grand frère. Je crois que les Guinéens doivent commencer à séparer la vie sociale, la courtoisie, l'amitié avec les problèmes politiques. On politise tout en Guinée. Monsieur Diawara n'est pas le seul. Moi, j'ai de très bonnes relations avec certaines personnes du gouvernement ou le parti au pouvoir parce que nous sommes des amis de longue date. Il y a Kassouri, donc, j'accepte d'avoir des divergences politiques avec quelqu'un,
Mais cela ne signifie pas que je rejette la fraternité ou mon amitié. Il faut pas tout politiser dans cette vie. Alors, docteur, l'avant-dernière question, parce que nous sommes soumis à une contrainte du temps. Entre-temps, Elhadji Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, monsieur Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, sont confinés. Si vous voulez la liberté d'un oiseau dans sa cage, quel regard portez-vous sur cet état de fait? Je pense que c'est toute la Guinée qui est confinée aujourd'hui. Alors, docteur, la dernière question, la paix semble fragile ces temps-ci en Guinée. Les citoyens ne croient plus aux vertus de la démocratie au regard de ce qui se passe. Quel appel lancez-vous à l'ensemble des Guinéens au-delà de la question ethnique, au-delà de la question des partis politiques? D'abord, votre question est mal posée et je la rejette parce que vous dites que les Guinéens ne croient plus à la démocratie. Oui. Ce n'est pas vrai. Les citoyens sont l'otage des partis politiques. Attendez, si les Guinéens ne croyaient pas à la démocratie, pourquoi y aurait-il toutes ces manifestations? Parce que nous avons simplement une jeune génération qui croit aux valeurs de la démocratie, qui, je le rappelle, est le moins mauvais des systèmes politiques que nous connaissons jusqu'à ce jour. Donc, moi, je pense que les Guinéens ont une aspiration très forte pour la démocratie. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les Guinéens. Moi, j'ai foi aux Guinéens. Il y a une nouvelle génération de gens qui sont prêts à se battre pour la démocratie, avec ou sans nous. Je crois qu'on a tort de ramener le problème au problème des partis politiques. C'est le problème des citoyens tout court. C'est la raison pour laquelle vous avez une forte implication de la société civile. C'est des personnes qui, par définition, ne font pas de la politique partisane, n'est-ce pas? Mais ils sont tous engagés pour défendre la Constitution, pour éviter d'avoir une présidence à vie en Guinée. Donc ne ramenez pas le débat uniquement au niveau des partis politiques. Moi, j'ai foi en l'avenir de la Guinée. J'ai confiance à la jeunesse guinéenne. Je suis toujours avec ces jeunes que nous avons dans nos écoles et dans nos universités. Et je peux vous rassurer que c'est des jeunes suffisamment conscients et ouverts sur le monde aujourd'hui. C'est des jeunes qui sont prêts à prendre la destinée de la Guinée en main.